Dans le précédent épisode, nous nous étions intéressés à la première moitié du tournage principal du Seigneur des Anneaux, entre octobre 1990 et avril 2000. Le tournage se fait avec une équipe principale, dirigée par Peter Jackson, et 3 secondes équipes, sans compter des petites équipes détachées le temps d'une scène, et enfin l'équipe maquette. Les équipes du film sont basées à Wellington, la capitale de Nouvelle-Zélande, mais le film s'est tourné un petit peu partout dans le pays. Aujourd'hui, nous allons parler de la seconde moitié du tournage, d'avril à décembre 2000. Commençons par le Mordor. Tourné en bonne partie au mont Ruapehu, un volcan sur lequel se trouve une grande station de ski. Bon, même si dans le film sans la neige, on a du mal à se l'imaginer. L'avantage, c'est que du coup, pour se déplacer, par exemple pour aller à la cantine, il pouvait utiliser le télésiège. Par contre, le Tierfest sans neige, c'est moins évident. Afin de ne pas abîmer ce décor naturel, de la moquette a été posée, là où les gens allaient marcher, et ensuite une équipe a travaillé pendant 1 an à bien remettre en place le lieu tel qu'il était avant le tournage. À certains endroits, le sol était assez casse-gueule et il a donc fallu attacher les comédiens avec des câbles qui ont ensuite été effacés en post-production. Il y a eu un débat sur la lumière du Mordor. Le directeur de la photographie, Andrew Lesnie, ne voulait pas que tout le Mordor soit sous un nuage sombre, pour ne pas passer trop de temps dans la pénombre, mais qu'un peu de lumière passe à travers. Et le ciel naturel étant très bleu, il a dû être modifié en post-production. Il a aussi fallu effacer les chalets, parce que c'est pas mal pour les skieurs, mais je pense pas que ça soit trop le style des orques. Pour le décor de la Porte Noire, ils n'ont trouvé qu'un seul endroit pas mal. Une zone d'entraînement de l'armée de l'air, dans un désert où ils balançaient des bombes. Meilleur endroit pour tourner une scène de bataille avec des dizaines de figurants et quelques chevaux. Du coup, les démineurs de l'armée ont nettoyé le terrain, mais ils ont continué à trouver des bombes pendant le tournage. Et il y aurait pu y avoir un accident dramatique, puisque pour ce plan, les cavaliers n'ont pas fait gaffe et ont quitté la zone qui avait été déminée. Autant dire que tout le monde devait être très joyeux et absolument pas en train de flipper. Lors de ces 3 jours de tournage, grâce à l'appui du gouvernement, le film a aussi utilisé les militaires comme figurants. Ça a permis de les payer moins cher que des figurants classiques, on n'est pas à une économie près, et puis l'avantage de ces figurants, c'est qu'ils savent être très précis, donc ça allait vite pour les positionner là où il faut. L'inconvénient par contre, c'est que leur métier c'est pas de faire semblant de se battre, et là aussi ils y allaient à fond. Du coup les cascadeurs ont demandé à ne se battre qu'entre eux, parce que les militaires les tapaient trop fort. Ils ont été gentils avec nous, ils nous ont laissé ressortir sans nous taper dessus. Pour le fameux discours d'Aragorn, Viggo Mortensen a fait une demi-douzaine de prises, et du coup il s'est défoncé la voix. Et cette scène fait d'ailleurs partie des rares où le son du tournage a été conservé, et que le texte n'a pas été réenregistré en post-synchronisation. Fin mai, début juin, Sean Bean est revenu après quelques mois de break, et ils ont tourné les scènes de la Moria. Pour l'extérieur, ils sont allés sur un parking à environ 1 heure de Wellington. Ils y ont installé un bassin et construit le décor. Après le tournage de la scène, le bassin est resté en place pour y tourner plus tard d'autres décors aquatiques. On en reparlera donc en temps voulu. Pour info, l'effet de la porte de la Moria qui s'éclaire grâce à la lumière de la lune, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un effet visuel fait en post-production. En fait, ils ont fait le dessin avec des bandes réflectives et mis une lumière sur la caméra. Quand la lumière est allumée, la caméra voit le dessin, et quand elle est éteinte, la caméra ne le voit pas. Pour le poney abandonné à l'entrée de la Moria, ils ont ajouté une réplique, disant qu'il retrouvera son chemin. C'était pour faire plaisir à New Line Cinema, le studio qui a financé le film, qui ne voulait pas qu'on pense que le poney est abandonné ou bouffé par la bête aquatique. Les exigences de studio sont un mystère. Je veux dire, si le poney meurt, c'est triste, mais il y a quand même le destin de la Terre du Milieu en jeu, et puis, je vous rappelle que ça n'est que de la fiction. Restons sur le poney. Dans certains plans, pour des questions d'échelle, il est joué par un cheval. Pour des questions de logistique, le poney a failli ne pas être dans le film. Parce que quand tu tournes des scènes dans un décor accessible qu'en hélico, c'est pas pratique, tu vas pas l'hélitroyer. Du coup, parfois le poney était un costume porté par 2 personnes. D'ailleurs, en parlant de décors durs d'accès, Sean Bean a la phobie de l'hélicoptère. Du coup, il l'utilisait très peu. Et il y a donc des décors inaccessibles en véhicule pour lesquels il partait tout seul, très tôt le matin, à pied, pour arriver en haut à temps. Heureusement qu'il fait pas partie des acteurs dont le personnage nécessite des heures de maquillage. Retournons à la Moria. Mais quittons le bassin du parking pour rejoindre l'intérieur tourné en studio. Des décors ont été construits, mais pour certains plans, il y a des effets visuels pour les incruster au milieu des maquettes et parfois d'images de synthèse. Pour la scène des escaliers, à l'origine, il n'y avait que 2 lignes de script. Mais la scène est devenue bien plus longue grâce à l'illustrateur Alan Lee, qui a eu l'idée de mettre un trou au milieu des escaliers. Ça me fait toujours marrer, des scènes qui naissent d'une simple idée comme ça. En plus, ils ont aussi profité de la présence de Sean Bean pour boucler le tournage de Foncombe avec le décor des appartements d'Elrond et de sa terrasse où a lieu le fameux conseil d'Elrond. Si, comme on l'a vu dans le précédent épisode, une partie de Foncombe était tournée en extérieur, ce décor, lui, fut construit en studio. Plusieurs des peintures dans les appartements ont été dessinées par l'illustrateur Alan Lee, et elles ont été finies assez tard, du coup elles étaient pas sèches à temps. Et visiblement tout le monde ne le savait pas, et Lee a dû rebosser dessus
dessus après que des gens les aient touchés alors qu'ils étaient encore humides et donc ils les ont dégueulassés. À cause du nombre de personnages disposés en cercle et donc d'angles de caméra qui ne peuvent pas être filmés en même temps, il a fallu une bonne semaine pour tourner la scène du conseil. Si le décor a été construit en intérieur alors que la scène se passe en extérieur, c'est pour pouvoir contrôler l'environnement. Par exemple, pour avoir des feuilles qui tombent en arrière-plan, ils ont récolté, peint et stocké plein de feuilles tombées à l'automne et ils les lançaient pendant le tournage. Le fameux discours de Boromir a été donné la veille à Sean Bean. Du coup, comme il n'a pas eu le temps de l'apprendre, il avait le texte sur les genoux. C'est au mois de juin que Cate Blanchett est arrivée pour tourner ses scènes. Sur toute la trilogie, elle n'avait que 8 jours de tournage étalés sur 2 semaines. Pour que les Celeborn semblent particuliers, hors du temps, ils ont été filmés à 32 images par seconde. Et donc quand on diffuse à la vitesse de lecture normale du cinéma, 24 images par seconde, ça crée un effet de ralenti. Mais par contre, pour que la voix ne paraisse pas bizarre, les dialogues ont été pas synchronisés à la vitesse normale. Et pour qu'elle ait des reflets de lumière dans les yeux, ils avaient mis derrière la caméra des guirlandes électriques blanches. L'intérieur de la Lothlórien fut construit dans un hangar, mais du coup, pour faire le lien avec le décor réel, où la communauté quitte le royaume de Galadriel, ils ont mis au milieu des vrais arbres de faux troncs d'arbres correspondant à ceux du faux décor. En juillet, ils ont tourné le décor de l'antre d'Arachné. Et pour que le décor coûte moins cher, en fait ils ont modifié le décor des cavernes d'Isengard tourné en avril. Pour l'habiller avec des restes de victimes de Shelob, ils ont emprunté des vrais corps d'animaux, empaillés à des taxidermistes. À mon avis, il devait y avoir une ambiance bien glauque sur le plateau. Il faut savoir que Peter Jackson, le réalisateur, est arachnophobe. Et dans le design d'Arachné, ils ont mélangé des éléments de diverses araignées de façon à obtenir un design qui le fasse bien flipper. Elle a été construite en animatronique avec l'idée de n'utiliser l'image de synthèse que quand le modèle physique n'est pas utilisable. Mais au final, ils l'ont remplacé dans tous les plans par la version numérique dont le design a évolué entre le tournage et la sortie. Le tournage a eu un bon gros break d'1 mois en juillet 2000. Parce que plus d'1 an de tournage, peut-être travailler 6 jours sur 7 avec seulement une pause au moment de Noël, c'est vraiment long. Et ça permet aussi de finir de préparer la fin du tournage et de bosser sur la post-production. À la fin de ces vacances, ils sont retournés sur le parking où avait été installé un bassin pour tourner l'entrée de la Moria. Entre temps, le décor a été modifié pour tourner Isengard inondé. C'est donc là qu'a été tournée la scène de la mort de Saruman, mais seulement pour les personnages en bas de la tour. Saruman et Grima, eux, ont été filmés quelques mois plus tôt dans un décor construit sur le parking des studios de Stone Street à Wellington. Ils devaient donc jouer tout seuls, mais Bernard Hill et Ian McKellen étaient dispo ce jour-là et sont donc venus donner la réplique à Christopher Lee. Christopher Lee qui, à cause des ventilos, a dû post-synchroniser son dialogue et qui se mangeait sa barbe dans la tronche. Et anecdote que vous avez sûrement déjà entendue, quand Peter Jackson expliquait à Christopher Lee le son qu'il voulait qu'il produise après s'être fait poignarder dans le dos, Lee lui a dit qu'il savait très bien le bruit que ça fait. Ce qui est un peu flippant mais peu étonnant, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été espion et ensuite chasseur de nazis. Retournons quelques mois plus tard dans la piscine sur le parking, dont l'eau devait être bien propre avec le mélange au crottin de cheval. Il y a eu un petit scandale, puisque des photos volées pendant le tournage montraient le corps de Saruman qui a été pris pour celui de Gandalf. Et Gandalf le Blanc n'étant pas supposé mourir dans le livre, ça en a choqué certains. Après avoir fini de tourner ces scènes, le bassin était rempli de 11 000 sacs de sable sur lesquels marcher afin d'en faire le décor du Marais des Morts. Le bassin a à nouveau servi plus tard, mais donc on en parlera plus tard. Au début de l'automne 2000, ils ont tourné l'extérieur d'Edoras, dans un lieu qu'ils ont trouvé après pas mal de recherches en hélico. Jackson a demandé à Lanny de dessiner la ville par-dessus une photo du mont pour donner une idée du résultat final. Comme souvent sur cette saga, en échange de l'autorisation de tournage, l'équipe a dû s'engager à rendre le lieu dans son état d'origine. Donc ils ont prélevé des plantes et les ont conservées en serre. Ce lieu de tournage avait 2 gros désavantages, à cause desquels les équipes des décors étaient pas super chauds au début. Le premier, c'est qu'il n'y avait pas de route. Et c'est plutôt utile une route pour faire venir une équipe, tout le matos qui va avec et les décors. Ils ont donc encore fait appel à l'armée néo-zélandaise pour construire une route d'1 kilomètre qui franchit plusieurs rivières. Le décor a mis 8 mois à être construit par une équipe de 70 personnes, une partie de la ville était complétée en images de synthèse pour les plans d'ensemble. Le deuxième désavantage de ce lieu de tournage, c'est le vent, qui pouvait aller jusqu'à 190 km/h. Du coup, par sécurité, les décors étaient solidement attachés à des piliers enfoncés à 2 mètres de profondeur. Après tout, ça aurait été con que les maisons s'envolent. Mais par contre, je veux bien qu'on m'explique comment ils ont fait pour rendre le décor dans son état original, tout en y faisant des trous de 2 mètres de profondeur. Après ces mois de construction, le décor fut utilisé pour seulement entre 3 et 4 semaines de tournage. L'intérieur des bâtiments construits n'était pas utilisé pour tourner, mais ils ont servi pour y installer les salles nécessaires pour la production d'un film, comme par exemple des bureaux, des salles de maquillage ou stockage. Du coup, ça évite d'avoir plein de camions ou tentes à cacher dans les plans aériens. Par exemple, l'intérieur
l'intérieur du château d'or, c'était la cantoche. Pour ne pas gâcher une journée en cas de problème de météo empêchant le tournage, ils ont construit le décor de la chambre dans un hangar dans le coin. Mais au final, ça n'a pas été nécessaire. Ils ont donc loué le hangar et construit le décor pour rien. Les écuries ont aussi été construites pour rien, et les deux décors ont été rapatriés à Wellington pour y tourner les scènes intérieures. Ils ont aussi ramené la porte du château d'or pour qu'il n'y ait pas besoin de la construire une seconde fois pour le décor en studio de la salle du trône. C'est dans ce décor qu'a été tournée la scène de l'exorcisme de Théoden. Bernard Hill avait besoin de 9 heures de maquillage. Et pour le moment où il redevient normal, il a enchaîné plusieurs maquillages intermédiaires et ils ont fait en post-production un effet de morphing pour lier tous ses plans avec chaque maquillage. En parlant d'Edoras et de Théoden, voici quelques anecdotes sur un personnage secondaire. Grima, langue de serpent, interprété par Brad Dourif, connu entre autres pour être la voix de Chucky. Il a foiré le casting, mais Jackson et son équipe croyaient à fond en lui. Du coup, ils ont quand même voulu le revoir. Si l'acteur a naturellement un accent américain, pour le rôle, il a pris un accent de l'autre côté de l'Atlantique. Au début, c'était plutôt un accent irlandais, mais au final, ils sont partis sur un accent anglais. Il a donc fallu refaire le son des répliques avec le bon accent en post-synchro. Et il ne quittait jamais son accent anglais, au point de faire bugger les gens quand il a repris son vrai accent à la fin de sa dernière scène. Au début, on avait du mal à comprendre ce qu'il disait à cause du dentier qu'il était supposé porter pour s'en les dire. Du coup, il a été décidé de retirer le dentier. Et quelques minutes ou heures après, Fran Walsh, productrice, revient le voir et demande pourquoi on lui avait toujours pas retiré son dentier. Alors qu'en fait, il l'avait retiré. Joli compliment pour son dentiste. Pour rester sur le physique, pour le rôle on lui a demandé de se raser les sourcils. Et comme en tout pour la trilogie il a dû se rendre 5 fois en Nouvelle-Zélande, il a dû se les raser 5 fois. Ce qui n'a pas du tout plu à sa compagne, et je pense qu'on peut la comprendre. Mais avant de tourner ces scènes en studio, ils sont allés tourner d'autres scènes se passant au Rohan, supposées être relativement proches d'Edoras. Bon, même si dans la réalité c'est pas si proche que ça. Il a fallu trouver un camp de base, relativement proche des différents lieux de tournage, où installer les camions et le matériel. Et comme dans le coin il y avait beaucoup de vent, ils ont voulu trouver un endroit où le camp pourrait être à l'abri. Et ils l'ont donc installé derrière une prison nord-coréenne. Alors, oui, dit comme ça fait bizarre. Donc non, le film n'a pas été tourné en Corée du Nord, et la Nouvelle-Zélande n'a pas été annexée. Est-ce que vous vous souvenez quand on avait dit que la production avait pris l'engagement de rendre les décors naturels dans leur état d'origine? Eh ben c'est pas le cas de tous les films. En l'occurrence, en 1987, la branche plus adulte de Disney, Touchstone Pictures, a tourné dans la région le film The Rescue, pour lequel a été construit un décor de prison nord-coréenne. Le décor a ensuite été abandonné et jamais détruit. Il est devenu un lieu d'urbex. Et l'équipe du Seigneur des Anneaux a décidé d'y installer son camp de base pour le tournage de ces scènes roanaises. À l'origine, l'attaque des wargs devait avoir lieu de nuit dans Edoras. Mais c'était beaucoup trop compliqué à faire, notamment à cause de la température, du vent et de l'ampleur du matos amené pour l'éclairage. Il fut donc décidé qu'elle aurait lieu 2 jours, en chemin vers le gouffre de Helm. Pendant que l'équipe principale filmait la fuite des réfugiés, pas loin, l'équipe de John Maffey a filmé le plus gros de l'attaque des wargs. La scène a été assez compliquée à tourner, car les wargs sont numériques, et donc les orques étaient ajoutés en post-production, sauf quand on peut se permettre de mettre un orque sur une fausse monture. Du coup, les acteurs et cascadeurs devaient se battre contre rien. Et puis, toute la scène n'a pas été storyboardée à l'avance. Idée géniale quand tu tournes une scène de combat avec plein d'images de synthèse à ajouter après. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, et je plains l'équipe de tournage et montage. Maffey avait un plan de bataille et a tourné un max de plans pour pouvoir après construire la bataille au montage en ajoutant les images de synthèse et orques par-dessus. Pour la suite de la scène où Aragorn est tombé, inconscient dans une rivière, ils sont allés tourner ailleurs, à un autre moment, mais on en parle maintenant. Et cette scène a failli très mal tourner, puisque Mortensen, qui voulait la faire sans doublure, a été entraîné au fond par le courant. C'est un coup de talon donné in extremis au fond de la rivière qui l'a sauvé. Au début, il était prévu que Legolas monte sur son cheval avec une petite acrobatie, et Orlando Bloom s'était entraîné, mais au final, il n'a pas pu la faire car il s'est fêlé une côte. Ils ont donc décidé de le faire en image de synthèse et de rendre l'acrobatie plus impressionnante que ce qu'un être humain aurait pu faire en vrai. À quelques jours de là, lors du tournage de la scène où Aragorn, Legolas et Gimli pensent que Merry et Pippin sont morts, en shootant dans le casque, Viggo Mortensen lui s'est pété l'orteil, et Brett Beatty, la doublure taille de Gimli, lui s'était démis le genou. Et donc c'est dans cet état que les trois ont dû jouer les scènes où ils courent à la poursuite des Uruk-hai qui ont enlevé Merry et Pippin. Du coup, pour ces plans filmés en hélicoptère, dirigés par le producteur Barry Osborne, ils étaient déposés avec une radio, pour être en contact avec l'hélico, ils planquaient la radio, ils se mettaient à courir, et ils arrêtaient de filmer au moment où l'un des trois ne pouvait plus courir à cause de sa blessure, ou se viandait par terre. Et puis après, on allait les récupérer. Tout de suite, ces plans deviennent plus comiques, ou douloureux, au choix. Tant qu'on parle de blessures, quelques semaines avant, quand ils ont tourné cette scène de la communauté de l'anneau, Sean Astin s'est ouvert le pied avec un bout de verre qui traînait dans l'eau. Si t'as joué dans le Seigneur des Anneaux sans te blesser, joue au loto.
Pour le village du Rohan attaqué, ils ont caché des cabanes de pêcheurs modernes en construisant les maisons rohanaises par-dessus, et certaines des huttes sont en images de synthèse. Pour les scènes où le village est brûlé, il n'y a eu qu'une seule prise, avec plein de petites équipes dispersées afin de bien filmer l'incendie. Manque de bol, le vent a changé d'orientation, ce qui a poussé 2 cadreurs à fuir en laissant la caméra aux flammes. Il me semble bien qu'heureusement il n'y a pas eu de mort sur le tournage du Seigneur des Anneaux, mais à force de voir ce genre d'anecdotes, ça m'étonne. Quittons le Rohan pour aller au Gondor, qui a 3 lieux principaux qui ont été tournés plus ou moins en même temps. Commençons par les champs du Pélénor, on ira ensuite à Osgiliath et on terminera par Minas Tirith. Les champs de Pélénor ont été tournés à 2 endroits différents. Le premier c'était en octobre 2000 à Twizel. C'est là qu'ils ont tourné les charges à cheval. Pas mal de ces plans étaient dirigés par le réalisateur seconde équipe, Geoff Murphy, comme d'autres scènes équestres de la saga. Pour cette charge gigantesque, les 30 chevaux de la production étaient largement pas assez nombreux. Le responsable des chevaux, Steve Auld, a donc fait venir 250 cavaliers avec leur monture. Beaucoup d'entre eux étaient des éleveurs de moutons. Énormément de ces cavaliers étaient en fait des cavalières à qui les maquillaires ont donc mis des fausses barbes. Tous étaient installés en camping le temps du tournage. Il a fallu faire énormément de plans et forcément ça prend du temps. Après une semaine, une centaine de cavaliers en avaient marre et s'étaient barrés. Un jour, il y a failli avoir un grave accident. Mais sérieusement, est-ce qu'arrivé à ce moment de la vidéo, ça vous étonne encore? Car un cavalier est tombé de son cheval en pleine charge. Heureusement, il n'a pas été piétiné par les autres chevaux et c'est quand même un sacré coup de chance. À propos des chevaux en tournage, ils étaient un peu effrayés pendant les scènes de combat. Ce qui est logique, un combat même simulé, ça semble violent. Du coup, ils ont utilisé un montage rapide pour rendre les combats plus impressionnants qu'ils ne pouvaient l'être en vrai sans que les chevaux aient l'air flippés. Tant qu'on est sur les chevaux, sachez que les 30 chevaux restés pendant les 15 mois de tournage ont fini par comprendre que quand on disait moteur, ça tourne, action, ça veut dire qu'ils vont être au centre de l'attention. Et du coup, ils étaient à fond, donc pas très naturel. Ils faisaient le beau. Et pour éviter ce problème, l'équipe remplaçait ces mots par d'autres et ils les changeaient régulièrement avant que les chevaux comprennent. Si un jour action se dit tomate et le lendemain se dit spaghetti, qu'est-ce que tu veux que le cheval comprenne? Revenons à Twizel, puisqu'avant la charge en elle-même, il y a le discours de Théoden qui a été dirigé par Jackson. Pour l'anecdote, l'idée que le roi du Rohan frappe les lances de ses guerriers avec son épée vient de son interprète Bernard Hill, qui a eu l'idée après avoir visité Weta Workshop où les lances étaient installées les unes à côté des autres. Pour la mort de Théoden, afin que l'acteur ne soit pas vraiment écrasé sous son faux cheval, ils ont creusé un trou dans lequel l'enfoncer. La séquence a été retournée plus tard, mais à l'origine elle fut filmée en novembre 2000 au Queen Elizabeth Park, près de Wellington. Dans ce parc ont été tournées pas mal de scènes des champs du Pélénor sans tous les chevaux. Ils y ont par exemple installé le corps du Mumakil à taille réelle. Il était si grand qu'il a fallu une semaine pour installer et décorer l'olifant. Ils l'ont ensuite démonté et stocké au cas où pour les reshoots. Et avant de le démonter, Weta en a profité pour y faire un pique-nique pour une grande fête de Noël. Il faut bien avouer qu'un éléphant géant comme déco de Noël, c'est assez original, ça change du sapin. Partons maintenant vers un autre décor tournant en même temps que les champs de Pélénor, Osgiliath. Le décor est inspiré des villes détruites après la Seconde Guerre mondiale, et ils y ont réutilisé des bouts de divers décors de la trilogie. La ville a été construite sur le même bassin qui avait accueilli l'entrée de la Moria, le Marais des Morts et l'Isengard inondé. Pour les bateaux utilisés par les orques, ils ont récupéré et décoré des barges de l'armée néo-zélandaise. Après avoir fini de tourner les scènes d'Osgiliath, le bassin a été enfin vidé et démonté, et à la place, ils ont construit le décor de la cour de la fontaine de Minas Tirith. Mais avant même de tourner dans ce décor, ils avaient déjà commencé à tourner des scènes dans la ville, notamment dans un lieu que l'on a déjà vu dans le précédent épisode. En effet, ils sont retournés dans la carrière où avait été construit le gouffre de Helm. Le décor de la forteresse du Rohan n'avait pas été détruit, mais modifié pour utiliser sa structure comme base pour bâtir Minas Tirith, et donc économiser du temps et de l'argent. Par exemple, ces endroits sont devenus ces endroits. La transformation du décor a néanmoins nécessité près de 6 mois de travaux. La cité est inspirée de villes italiennes, mais aussi du Mont Saint-Michel, ce qui est quand même assez obvious. Par contre, ils ont pas pu vraiment construire la ville en entier, avec plusieurs anneaux les uns sur les autres, hormis en maquette. Il ne fallait pas de rue trop longue où on voit à perte de vue, ce qui aurait nécessité un décor bien plus grand ou de le compléter numériquement. Et en modifiant les accessoires, les figurants et la manière de filmer, ils pouvaient faire passer une seule et même rue pour plusieurs rues différentes. Le décor avait un défaut, surtout pour les chevaux, les rues pavées. Il a donc fallu remplacer les fers des chevaux par des fers en caoutchouc pour qu'ils ne glissent pas. En parlant de chevaux, quand le cheval de Faramir ramène le corps en très mauvais état de son cavalier, l'acteur avait une sécurité pour se détacher immédiatement si jamais le cheval s'emballe. Honnêtement, je suis pas totalement sûr de l'intérêt, ils étaient plus à un accident près. Et enfin, Minas Tirith n'a pas été faite qu'en extérieur, il y a aussi des scènes en studio. À ce moment-là du tournage, les studios de Stone Street étaient blindés, car la fin du tournage arrivait à grands pas. Il ne pouvait pas y avoir de retard. Hors de question de faire revenir tout le monde après les vacances de Noël. Il fallait donc aller vite, très vite. Il y avait jusqu'à 7 équipes qui tournaient en même temps, et plusieurs proches de Jackson ont servi de réalisateurs seconde équipe additionnels. Les acteurs enchaînaient les scènes en changeant vite de costume, et les décors tournaient aussi beaucoup. Il arrivait souvent que des décors soient finis la nuit précédant le tournage. Et les équipes déco se
relayé 24 heures sur 24 presque toute la semaine. Voilà donc le contexte des 3 derniers mois de tournage. Le premier des décors intérieurs de Minas Tirith, la maison des guérisons, fut recyclé, puisqu'une fois que ce décor a fini d'être utilisé, il a été modifié pour devenir la bibliothèque du Gondor, dans lequel on voit Gandalf au début du premier opus. Pour le décor de la crypte, avec le bûcher, ils ont tourné dans le plateau le plus long des studios de Stone Street. Ils n'avaient pas les moyens d'avoir plusieurs perruques pour Denethor. Donc au moment où il se jette l'huile sur la tête, il fallait absolument réussir en une prise. Parce que bonne chance pour nettoyer la perruque en 5 minutes avant la prochaine prise. Le mannequin en je ne sais quelle matière de Faramir était si bien fait que des acteurs lui ont amené un café, pensant que c'était le vrai David Wenham en train de dormir. Et j'avoue que j'ai toujours du mal à croire ce genre d'anecdote, mais pourquoi pas? Le feu était vraiment allumé, le dôme a donc été inifugé, et un aspirateur à fumée a été installé. Vu le peu de temps qui restait, c'était pas le moment d'avoir un incendie qui ravage les studios et les décors et costumes avec. Même si ça m'aurait permis d'ajouter une nouvelle anecdote triste. Honnêtement, je trouve qu'il n'y en avait pas assez dans cette vidéo. Plus sérieusement, bien sûr, pour ce plan avec le cheval, il n'y avait pas de feu directement sur le bûcher. Mais ça n'est pas un effet visuel pour autant, c'est un effet d'optique. Il y avait réellement un feu, mais plus loin, et son image se reflète sur une vitre. Passons à la salle du trône qui, elle, n'a pas été tournée à Stone Street, probablement parce que tous les plateaux étaient occupés, et surtout parce que le décor était trop grand. Ils ont loué le plus gros hangar qu'ils aient pu trouver du côté de Wellington, et ça n'était toujours pas suffisant. Il y avait moins d'1 mètre entre les fenêtres du décor et les murs du hangar. Afin d'installer les éclairages simulant le soleil, ils ont donc fait des trous dans les murs pour mettre les projecteurs de l'autre côté. J'aurais adoré voir la tête du proprio quand on lui a demandé autorisation de couper ses murs. Le plateau était donc bien entendu non insonorisé, et il était à côté d'un chemin de fer, ce qu'ont dû adorer les ingé-sons. Mais au moins ça a fait du boulot pour les ingé-sons qui travaillent sur le plateau de post-synchro. Le décor est inspiré de la chapelle de Charlemagne à Aix-la-Chapelle. Parlons système D puisqu'ils n'ont pas fait assez de statues pour remplir tout le décor. Du coup, suivant les plans, ils les déplaçaient. De manière générale sur l'ensemble de la trilogie, pour faire des économies, quand c'était possible, ils ne construisaient pas les décors en entier. Ça pouvait être déterminé en fonction des différents plans. Ça ne sert à rien de dépenser de l'argent pour fabriquer quelque chose que l'on ne verra pas, même si ça n'empêche pas de mettre de l'argent pour les détails. Un des exemples que je trouve les plus simples à voir est dans la salle du trône. C'est derrière le trône de l'intendant. Il y a le trône du roi et une couronne géante, qui, même s'ils sont symboliquement importants pour l'univers, ne sont pas spécialement mis en avant dans le film. Lors d'une soirée pendant le tournage avec les acteurs, la scénariste Philippa Boyens a vu Billy Boyd faire un karaoké, et elle a pu constater qu'il sait chanter. Elle a donc proposé qu'il chante dans le film pour cette scène culte. Ce qui veut donc dire que l'une des scènes les plus mémorables de la trilogie a été imaginée au dernier moment grâce à une soirée karaoké. Ça n'a aucun sens. Il faut avouer qu'elle a eu une bonne idée. Les paroles sont issues de l'œuvre de Tolkien. Pour sa mise en musique, une personne devait s'en charger, mais n'a pas pu par manque de temps. C'est donc Billy Boyd lui-même qui s'est occupé de créer l'air qu'il allait chanter. Le compositeur de la trilogie a ensuite fait les arrangements pour ajouter les instruments en post-production. En parallèle du tournage de Minas Tirith, il y a bien entendu d'autres scènes qui ont été tournées, comme par exemple celle de Faramir dans le second film. Parmi elles, il y a le décor de la caverne. Dans ce décor, il y a une chose que l'équipe n'avait pas prévue, c'est que la peinture noire au fond du bassin ferait mousser l'eau. Bon, du coup, ils se sont démerdés en ajoutant des produits chimiques pour compenser cet effet et supprimer la mousse. Dans ce décor, il devait y avoir une séquence qui au final fut coupée. On devait y voir un songe de ce que deviendrait Frodo s'il gardait trop longtemps l'anneau. Et je trouve ça dommage que ça n'ait pas été gardé, pas même dans les versions longues. Pour la forêt de Fangorn, ils ont cherché une vraie forêt en Nouvelle-Zélande. Mais ils n'en ont pas trouvé qui convenait. Du coup, ils l'ont construite en 6 semaines dans un entrepôt. Comme souvent, le plateau n'était pas insonorisé et ils étaient souvent interrompus par des avions. Comme forcément le décor ne peut pas être infini, pour ne pas qu'on s'en rende compte, ils ont peint une forêt sur des toiles au fond. Chose assez classique au cinéma qu'aujourd'hui on remplacerait sûrement par un fond vert. Et avec l'optique de la caméra, ils ont rendu le fond flou pour que la forêt ait l'air vraie. Le dernier plan qui fut tourné avec les 4 hobbits principaux ensemble est celui où lors du couronnement d'Aragorn, tout le monde se met à genoux devant eux. Symboliquement, je trouve que c'est assez cool de finir par cette scène. Et le tournage principal s'est achevé dans le décor de la salle du trône du Gondor, avec une scène coupée, montrant Aragorn se préparant au dernier combat, le vendredi 22 décembre 2000. Si à la fin de ce tournage principal, la communauté de l'anneau était quasiment bouclée, c'était loin d'être le cas de ces deux suites. Viggo Mortensen, qui, il faut le dire avec le temps, n'est plus si fan que ça de la trilogie, surtout du 2 et du 3, a même affirmé que les deux tours et le retour du roi étaient catastrophiques, que le budget avait été dépassé et que New Line Cinema attendait les résultats de la communauté de l'anneau pour savoir s'il mettrait ou pas le budget pour boucler les suites. Et qu'en cas d'échec au box-office, les deux derniers opus seraient sortis tels quels directement en vidéo. Est-ce vrai? Je ne sais pas.
pas, mais sur le fait qu'il y a eu énormément de reshoots pour les 2 tours et le retour du roi, c'est indiscutable. L'impact de ces tournages additionnels sera d'ailleurs l'un des points que nous évoquerons dans les prochains épisodes. Car c'est la fin de ce 4e épisode. Normalement il doit rester 2 épisodes où on parlera de la post-production, des reshoots et des sorties du triptyque. Et ensuite, nous reviendrons à Marvel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter pour la faire gagner en visibilité. Et pour ne pas rater les prochaines, abonnez-vous et activez la petite cloche. Namarie.